Le sujet est, comme d'habitude dans les débats du cercle, sérieux, très important, d'actualité. Quand on lit la phrase, ça peut très vite être simple quand on commence à travailler le sujet. Heureusement que j'ai des intervenants, comme toujours, de qualité. Ça devient un peu plus compliqué, voire complexe. Donc le sujet, on va être bon élève, c'est quoi? La riposte normative européenne, déjà, à la domination technologique américaine, dans le domaine du numérique, 2 points. Privacy Shield, e-évidence, est-ce suffisant? On va aller plus loin que le Privacy Shield et la évidence, bien évidemment, et on va aller sur plein de sujets. Alors, les verbatims, parce qu'on prépare quand même des tables rondes. Les verbatims, c'est quoi? Il ne faut pas être naïf et le maïkéen, c'est-à-dire qu'on a les méchants américains et les gentils français ou les gentils européens. On a la souveraineté numérique n'existe pas. On a, j'en ai plein. On est toujours dans la surrégulation en Europe, c'est peut-être le sujet sur lequel on est leader. On repense aux entreprises des sujets qui coûtent très très cher. On est rule maker plutôt que rule taker. Donc on a un avantage et on fait valoir les valeurs de l'Europe à l'extérieur. Et donc c'est du positif. Et il y a beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs comme toujours. Le pour, le contre. J'ai des intervenants, je vous l'ai dit, de qualité. Je vais démarrer très proche, à côté juste de moi, Florence Xel, qui est professeure de droit privé à l'Université de Lorraine, chercheuse associée comme ça de la chaire digitale de Sciences Po. Je m'arrête là, parce qu'avec Florence, on pourrait continuer pendant des heures. Juste à sa droite, Bruno Giancarelli. Vous êtes adjoint directeur de État de droit et droits fondamentaux et équipe transfert de la protection des données. On va en parler. Vous êtes à l'origine ou parmi l'équipe qui a bien travaillé et négocié tous ces sujets du RGPD ou du GDPR, suivant comment on le dit, et on va en parler justement pour voir comment peut-être que ce sujet rulemaker était depuis, je crois, une dizaine d'années déjà, dans les tiroirs, et ce que ça a apporté, et puis l'impact derrière que l'on voit. J'ai juste à votre droite Béatrice Delmas-Linel, qui est avocate, associée au cabinet Osborne Clark, spécialiste de toutes ces questions IT, digital, et sur ce secteur-là qu'on ne présente plus. Et puis juste tout au bout, Cédric Testu, directeur juridique groupe d'Orange. Voilà. On attendait Laurent Alexandre, qui est là, et qui peut-être viendra. Il y a des embouteillages, donc on va faire déjà avec nos 4 intervenants sur les sujets qu'on va voir. On va démarrer par vous, s'il vous plaît, Bruno Giancarelli, parce qu'on va remettre un petit peu du contexte. Alors au moins sur le sujet, on pourrait faire la table ronde avec vous sur tous les sujets, mais on va redémarrer peut-être sur ce sujet de rulemaker et de philosophie derrière. On ne va pas faire 1h30 sur le RGPD, mais quand même de remettre un petit peu le contexte. J'espère. Et puis après, on ira un peu plus loin. Et puis je dis tout de suite, moi je vais tenter de poser la question de où on en est sur le Privacy Shield dans les négociations. Alors, je ne suis pas sûr que je vais avoir de réponse, mais en tout cas, je tenterai quand même la question parce qu'elle intéresse tout le monde de savoir où on en est dans les négociations entre l'Europe et les États-Unis. Sur le sujet RGPD, GDPR, peut-être remettre un petit peu le contexte dans la philosophie justement européenne. Très bien, merci d'abord de m'avoir invité. Alors, effectivement, on pourrait parler de ces sujets pendant des heures. D'abord, moi aussi, je vais essayer d'être un bon élève et de réagir à l'intitulé riposte normative à la domination américaine. Bon, évidemment, c'est une question importante, complexe et qui n'a pas de réponse simple. Riposte normative, ça suppose déjà que la norme soit une riposte. Et évidemment, le succès, c'est pas vous que je dois le dire, le succès commercial, économique, technologique dépend de tout un écosystème qui va de la recherche au capital risque, à la fiscalité, etc. Alors, la norme, évidemment, a un rôle, mais alors je sais qu'en France, on pense peut-être encore qu'on peut tout régler depuis le bureau d'un ministère ou d'un bureau de l'Assemblée nationale, mais c'est comme vous le savez bien, c'est un peu plus complexe. Mais parlons de la norme. Alors, notre approche, et après je parlerai des négociations sur le Privacy Shield, mais notre approche, et vous la voyez déclinée dans toute une série d'initiatives. Alors, on est parti du RGPD, mais vous voyez aussi dans tout le paquet sur l'économie numérique, pour parler en bon français, le DGA, le DSA, le DMA. C'est une approche qui probablement est composée de 3 volets.
et qui part de la prémisse qu'il s'agit, il ne faut pas être naïf. Et on parle là justement de vos sujets. Évidemment, on est dans une situation où il y a certaines entreprises, certains types d'économie, certains types de structures d'économie, certains comportements. Et il faut être, donc pas naïf, il faut être assertif, mais en même temps, il s'agit toujours d'être ouvert au monde, ouvert à l'innovation, ouvert aux dynamiques de marché. Il serait illusoire de penser que dans un monde qui est, tel le monde numérique, dématérialisé, interconnecté, on puisse justement à travers la norme ériger des barrières ou des frontières qui, en tout état de cause, n'existent plus. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire? 3 priorités. Tout d'abord, toujours pour parler en bon français, le level playing field. Une concurrence loyale, des conditions équitables. C'est ce qu'a essayé de faire, on peut en parler, est-ce qu'il a réussi en affrontant ce défi? Le RGPD, comme vous le savez bien, en élargissant le champ d'application des règles européennes, en prenant justement en compte le fait que l'économie est dématérialisée, qu'un opérateur qui offre des services ou des biens sur le marché européen, même lorsqu'il est établi à l'étranger, doit être soumis à nos règles pour accéder à notre marché. Les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde. Et ça une espèce de fil rouge qui traverse l'ensemble des réformes législatives, notamment celles qui concernent l'économie numérique. La deuxième chose, c'est, alors, on aime beaucoup ce terme, on peut l'appeler l'autonomie réglementaire, la souveraineté numérique. Je ne sais pas si c'est des différences conceptuelles, réelles ou sémantiques, mais l'idée que la souveraineté, si on veut employer ce mot, dans un monde dématérialisé, dans un monde sans frontières, ça doit s'exercer différemment. Et comment on l'exerce? En essayant d'être rule maker, en essayant de projeter nos modèles, nos valeurs, et de travailler sur une convergence réglementaire autour de ces modèles, de ces valeurs, de ces principes, de ces règles du jeu. En contribuant à l'élaboration de standards internationaux qui nous conviennent. Et si nous ne les fixons pas, ce seront d'autres qui vont les fixer et ils nous conviendront probablement beaucoup moins. Et là aussi, on pourra parler de nos succès ou de nos échecs dans ce domaine. Le troisième axe, qui nous rend peut-être un peu moins naïfs, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'investissement massif. Vous l'avez vu dans les prospectives financières pluriannuelles, c'est le budget européen, hein, on fait sur 2021-2027, le cadre financier pluriannuel. Vous le voyez dans le train de mesure qui accompagne New Generation Europe, c'est-à-dire le plan de relance post-Covid, avec le climat, le numérique et l'autre axe prioritaire, avec des investissements qui se déclinent dans toute une série de domaines, de la recherche, de la diffusion, de faciliter le large déploiement de certaines technologies, etc. etc. Et aussi les plans justement de relance et de résilience que chaque État membre doit présenter pour bénéficier des fonds du plan de relance. Comme vous le savez, il y a un minimum de 20% des ressources qui doivent être consacrées à la transformation numérique. Donc ça, c'est le panorama global. Et je suis sûr qu'on reviendra sur chacun de ces aspects. Alors, on passe du général au particulier. Le Privacy Shield. Privacy Shield, d'une certaine manière, il s'insère dans ce décor que j'ai essayé de planter brièvement. L'état des négociations, c'est clairement une priorité. Remplacer le Privacy Shield, parce que le Privacy Shield, il est mort. Nos amis américains ont parfois des problèmes à comprendre. Le Privacy Shield, ça fait maintenant plus d'1 an qu'il a été annulé par la Cour de justice. Et
il s'agit développer un système qui puisse le remplacer, mais qui soit, pour une fois, me direz-vous, durable. Et on est là dans un secteur qui est, qu'on le veuille ou non, qui était il y a encore quelques années technique, mais qui est éminemment politique. Et où il y a, c'est le fonctionnement de nos systèmes, un contrôle politique, un contrôle du juge, un contrôle des autorités de protection des données et d'autres, est extrêmement fort. Donc si on veut réussir dans cette histoire, il faut évidemment quelque chose qui tienne la route. Quelque chose qui tienne la route sur des questions aussi sensibles que la mise en balance d'un côté de la protection des données, de l'autre côté, c'est ça les négociations de privacy, et de l'autre côté de l'accès aux données par les services de renseignement, en l'espèce américain, les services de renseignement aussi sont friands de données, c'est pas quelque chose de simple pour... c'est pas simple, mais ça va durer encore combien de temps, ces négociations? Alors, parce qu'en fait, la chose positive, c'est qu'on a un mandat très clair. D'accord. L'arrêt de la Cour. Si on veut un nouveau Privacy Shield, on devra pouvoir le défendre de manière convaincante. On devra pouvoir démontrer qu'il remplit toutes les conditions de l'arrêt Schrems 2. Alors, où on en est? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus dans une phase exploratoire. On négocie, et on négocie sur la substance. C'est quoi la substance du Privacy Shield? Très rapidement, parce que les autres voudront parler aussi. C'est essentiellement deux choses. C'est les conditions d'accès des services de renseignement aux données, autour, en gros, des principes de proportionnalité et de nécessité. Comment on assure que la loi, en l'espèce, la loi américaine, prévoit que lorsqu'évidemment les services de renseignement, de manière tout à fait légitime, peuvent vouloir accéder à certaines données qui sont envoyées aux États-Unis, transférées aux États-Unis, tout d'abord pour des raisons commerciales, lorsque cet accès a lieu, qu'il soit encadré par certaines conditions qui, en gros, correspondent à la proportionnalité et nécessité. Et le deuxième aspect, c'est l'accès au juge. Si un citoyen européen a des doutes quant aux conditions d'accès à ces données aux États-Unis par le service de renseignement, il doit pouvoir invoquer ses droits devant le juge américain. Donc c'est ça, les deux gros sujets. D'accord, on va juste... Voilà, alors on en est très rapidement, où on en est rentré dans la substance. Donc on a parlé pendant l'été, on a un nouveau round de négociations, ça c'est en avant-première pour vous, donc c'est secret, la semaine prochaine. Alors le quand, c'est pas une question de semaine, hein. Si on y arrive pour la fin de l'année, ça serait déjà très bien. Mais la chose que vous voulez, et vous avez raison, et non seulement vous voulez de la sécurité juridique, mais on vous doit de la sécurité juridique, et vous ne voudrez sûrement pas qu'on conclue quelque chose qui puisse être, qui sera sûrement objet de recours, mais qui puisse être à nouveau annulé par la Cour de justice. Donc nous, on ne prendra pas les risques qu'on a pris dans le passé, et on conclura cet accord lorsqu'on sera sûr de pouvoir défendre, de pouvoir le défendre de manière convaincante. Je crois que nos partenaires américains l'ont compris. Il y a un engagement beaucoup plus sérieux au niveau aussi bien technique qu'au politique. Donc c'est quelque chose qui se fait de manière très intense, mais qui est très compliqué. Voilà. D'accord. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus. D'accord, merci. Peut-être que oui. Merci déjà. Non, mais on sait qu'il faut quand même garder certaines choses confidentielles. Béatrice Delmas-Sinel, sur justement, parce que si on riposte, c'est pas l'attaque normative européenne, c'est la riposte normative européenne, la phrase. On doit donc répondre. On répond à tous ces sujets du Patriot Act, du Cloud Act, et tous ces sujets qui nous viennent de nos amis et cousins américains. Il n'y a pas... juste entre nous, il n'y a pas quand même beaucoup de fantasmes autour de ces sujets-là et de l'impact qu'ils peuvent avoir. Quand la NSA américaine veut des données, elle ne passe pas par le Cloud Act. Elle passe directement par les tuyaux et elle va chercher la donnée où elle le veut.
Donc, est-ce que, avec justement. Alors, elle n'a pas le droit, hein, je suis d'accord avec vous, monsieur Jean Carelli, mais je ne dis pas qu'elle a le droit. Mais est-ce que sur ce sujet-là, on peut remettre un petit peu l'église au milieu du village et nous redonner un petit peu votre vision et puis votre pratique, surtout sur la réalité de cette attaque, s'il y a un riposte et qu'il y a une attaque? Alors effectivement, moi j'interviens vraiment du point de vue de la praticienne du droit qui est au service de clients qui sont des entreprises, des entreprises qui sont à la fois des sociétés européennes qui veulent migrer, hein, qui sont évidemment dans leur stratégie de transformation digitale et à ce titre s'intéressent aux technologies disponibles. Et notamment la migration dans le cloud, mais également les entreprises qui sont fournisseurs de ces prestations, qu'elles soient européennes ou américaines. Et quand on parle effectivement d'une démarche normative au niveau de l'Union européenne pour créer un terrain de jeu, l'avenir dira effectivement jusqu'où cela nous conduit quand il s'agit des États-Unis, mais dans l'immédiat, on a parlé de calendrier, et effectivement, les entreprises se trouvent confrontées à ces deux conflits, conflit de loi, de législation, et conflit de calendrier, parce que dans la réalité immédiate, du point de vue des technologies disponibles, là on est plutôt sur les aspects réalité économique, il y a clairement effectivement, c'est l'intitulé du débat, une domination, une perception de domination des acteurs américains. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement démunis en Europe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont une très très longue longueur d'avance, si je puis dire. Mais ça fait déjà 15 ans qu'on en parle, donc c'est là que c'est inquiétant en termes de calendrier, parce que c'est pas nouveau. Et que en termes justement des attentes des utilisateurs, mais également des régulateurs par rapport au cloud, hein, il y a des grosses attentes en termes de sécurité, et aujourd'hui ce sont les entreprises qui ont le plus investi dans la recherche et développement et dans ces technologies qui ont les moyens aussi d'offrir au meilleur coût possible les solutions les plus performantes, mais aussi qui garantissent le meilleur niveau de sécurité. Donc il y a une vraie pression en fait pour les entreprises dans une approche purement de gestionnaire, de se tourner plutôt vers des prestataires américains, mais avec le conflit effectivement normatif actuel qui est cet ensemble de règles qui s'imposent à elles pour être conforme. Donc il y a aussi un vrai, plus il y a de normes, plus il y a de problématiques de compliance, et tous nos amis directeurs et responsables juridiques dans la salle savent le prix le coût que cela représente au quotidien de chercher à atteindre cette conformité. Alors que effectivement il y a une législation américaine qui compte tenu de la réalité du numérique, va assez loin en permettant d'obtenir auprès des sociétés qui ont leur siège aux États-Unis des données, y compris des données qui ne se trouveraient pas sur le territoire américain. Et il faut rappeler, notamment le Cloud Act, en fait, ils se sont bien amusés à appeler ça Cloud Act, mais quand on regarde l'acronyme, c'est en fait une législation, le C du Cloud Act, c'est clarifying, hein, qui est venu clarifier le fait que ces données, même si elles sont, comme elles sont numériques, même si elles sont à l'extérieur et hébergées à l'extérieur des États-Unis, peuvent être accessibles parce que les autorités américaines peuvent évidemment les obtenir des sociétés qui sont présentes aux États-Unis. Là, je fais une pause parce qu'on oublie très souvent dans tout ce débat sur la souveraineté que toutes les sociétés qui sont installées aux États-Unis sont soumises évidemment aux réquisitions des autorités américaines. Donc ça concerne le groupe Orange, ça concerne OVH. Oh, la liste est longue. La liste est longue.
Voilà, ça, je le dis parce que ce mot souveraineté vient totalement brouiller le débat. C'est pas du tout un débat entre des sociétés américaines et des sociétés européennes. C'est une législation américaine qui, dès lors que vous êtes présent sur son territoire, va vous réquisitionner, vous solliciter pour, dans un cadre juridique défini, obtenir des informations, et vous devez évidemment, en tant que résident américain, que vous soyez citoyen ou pas, vous devez vous conformer. Donc les prestataires mais ce qui sont potentiellement dans peut ce vous mettre en conflit. non-conformité vis-à-vis du RGPD. Et évidemment, d'où le conflit de loi dont je parle. Vous vous trouvez effectivement dans une situation absolument impossible à régler. Et c'est là que la réponse à la question, une riposte normative est-elle suffisante? Eh bien, non, parce qu'en réalité, c'est une problématique politique. C'est une politique. On n'aurait pas ce débat si les États-Unis, d'une part, étaient un pays reconnu comme offrant un niveau de protection adéquate. Hein, donc, on a quand même toute une procédure en Europe pour reconnaître ce type de protection. Donc, le Privacy Shield n'était jamais qu'un pansement sur une jambe de bois de ce point de vue-là, puisque en réalité, le vrai problème, c'est que les États-Unis n'ont pas le même niveau de protection des données personnelles qu'en Europe. Mais ça ne suffit pas. Il y a effectivement cette problématique des investigations, des enquêtes judiciaires ou extrajudiciaires qui peuvent être menées. On a le même problème dans chaque État. Hein. La police doit pouvoir avoir des moyens exceptionnels, et c'est tout l'objet donc de la réglementation e-evidence, qui est aussi, et j'aurais une question pour vous à ce sujet d'ailleurs, qui est en train d'être discuté au niveau européen. Donc tous les États ont besoin aussi d'avoir ce régime exceptionnel. Donc là-dessus, les États-Unis ne sont pas différents de la France ou de l'Europe et de n'importe quel État européen. Ce qui est différent, c'est effectivement cette législation qui permet d'avoir une certaine extraterritorialité, mais là aussi, ça pourrait être réglé dans le cadre de discussions bilatérales qui permettent à la fois un niveau de réciprocité, ce qui, au niveau du Cloud Act, est évoqué avec la possibilité de ces accords exécutifs, executive agreements, qui sont prévus dans la législation, mais dont on ne sait pas aujourd'hui s'il y a des discussions ou pas, donc c'est aussi une question pour vous. Mais ça suffit encore pas, parce qu'il faudrait aussi que dans cette réciprocité, et là on arrive, je pense au nerf de la guerre, au cœur du problème, que les États-Unis, en tant que nation, adhèrent aux mêmes principes fondamentaux que ceux de la Charte européenne des principes fondamentaux qui protègent chaque citoyen. Donc on voit que c'est quand même très très ambitieux, bien au-delà des discussions aujourd'hui qui concernent le Privacy Shield, nouvelle version, un bouclier qui pourrait être renforcé, etc. On a un contexte extrêmement compliqué. Donc c'est clair que les entreprises aujourd'hui subissent ce contexte. Les prestataires de services cloud aux États-Unis lobbyent aussi pour essayer de contrecarrer. Et aujourd'hui, ce que l'on a, c'est une situation où la réalité de ce risque, donc ça répond à votre question, est peut-être un peu fantasmée, parce qu'effectivement viennent ces notions de souveraineté qui en réalité sont assez relatives. Donc la réalité de ce risque est fantasmée, mais ça reste un risque sur le papier, effectivement. On est quand même dans un contexte juridique, il y a un cadre de droit, on n'est pas dans un état de non-droit quand on parle des États-Unis. Il y a effectivement, dans la plupart de ces procédures, tout de même un contrôle judiciaire, mais pas dans toutes. Mais en tout cas, voilà, la plupart. Donc, on exagère, enfin, la perception du risque est exagérée, c'est évident. Et dans l'intervalle, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je conseille à mes clients et vers quoi on se dirige. Et d'ailleurs, c'est ce que fait aussi, c'est ce que font aussi les recommandations de la Commission et de l'EDPB. C'est obtenir le maximum de garanties possibles de la part de ces prestataires qui vont s'engager contractuellement dans les contrats de service cloud à dire chaque fois que je le pourrai, je m'opposerai à une réquisition, j'en réduirai le périmètre au maximum, je vous préviendrai dans la mesure du possible, et voilà, et
je ferai le maximum pour essayer de vous permettre à vous, clients, responsables de traitement ou même soucieux de la protection de vos secrets d'affaires et de vos données même non personnelles, d'avoir un minimum de garantie dans le cadre de ce cloud. Bon, à la fin du fin, le conseil qu'il faut quand même donner, c'est que si vous avez vraiment des données extrêmement sensibles, extrêmement importantes pour votre société, eh bien, il ne faut pas les mettre, évidemment, dans le cloud tel que. Il faut passer par le chiffrement, hein, c'est une des recommandations. Et donc, il y a un travail très, très important à faire de cartographie et d'évaluation des données avant de basculer. Mais voilà, c'est une longue réponse, mais parce que c'est compliqué. Mais je sais que c'est compliqué, Mais et d'ailleurs, je ne peux pas simplement dire, oui, en fait, on fantasme, il ne faut pas avoir peur, il faut signer les yeux fermés. Il faut signer parce qu'il y a une réalité pour les entreprises, c'est la transformation digitale, la concurrence, il faut avancer, et vous n'avez pas le choix, les technologies les meilleures sont souvent américaines, mais il faut juste se dire qu'il y a quand même une réalité de proportionnalité, et que les autorités européennes et les autorités telles que la CNIL vont aussi prendre ça en compte. Et quand j'aurai peut-être à nouveau le micro, on parlera peut-être de ce qui se passe, notamment avec le Health Data Hub, où voilà, tout le monde sait qu'il faut du temps, donc cette notion de calendrier, on n'est pas dans une situation parfaite. Il y a plein de sujets, mais les hébergeurs qui peuvent aussi être européens ou français, s'ils ont aussi leurs activités aux États-Unis, sont aussi soumis au Cloud Act. Donc on dit, faites-vous héberger par un Français, mais si le Français il travaille aux États-Unis, il est comme AWS ou Microsoft ou d'autres, je ne fais pas publicité. Sur tout ça, et encore, on a plein d'autres choses, hein, puis on va en reparler avec aussi Florence, Xel, il y a plein d'autres réglementations qui arrivent, plein de sujets passionnants. Directeur juridique groupe d'Orange, 260 millions de clients, personnes physiques. Un petit peu de données personnelles. 26 pays, alors on n'est pas sur les 26 pays, puisqu'on parle... On est opérateur télécom. Oui, on parle Europe US, parce que je sais que l'Afrique est un continent très important et un vrai sujet qui peut-être nécessiterait une autre table ronde. Tous ces sujets-là, comment et encore Orange, il y a du monde pour traiter tous ces sujets-là. Comment on les prend, comment on les gère, comment on les traite? Lourdeur, frein à la compétitivité, même pas mal. Comment vous apprenez ces sujets? On aimerait bien même pas mal. Ouais. Non, je pense que Béatrice Delmas-Linel s'est fait une bonne porte-parole des problématiques rencontrées par les groupes. J'imagine que vous êtes retrouvés dans ce qu'elle a dit. Effectivement, Orange, c'est un groupe international. Effectivement, on a un terrain de jeu européen, on a un terrain de jeu hors Europe. Clairement, et c'est une banalité de le dire, le numérique et le téléphone mobile en particulier sont devenus une porte d'entrée de l'identité de tout un chacun. Vous en servez tous les jours, quotidiennement, pour tout, pour des applications bancaires, pour des relations avec l'administration, pour commander des biens et services auprès d'acteurs américains et non américains. D'ailleurs, on va avoir le permis de conduire. Le permis de conduire. Quelques États américains pour l'instant. Apple qui propose d'intégrer directement dans l'iPhone le permis de conduire, et ce à quoi les autorités américaines semblent ouvertes. Donc on est dans une situation où les données personnelles sont nombreuses, elles sont partout. Elles sont traitées par des chaînes longues d'intermédiaires, par des opérateurs qui ont des équipements américains, non américains, par des gestionnaires de DNS, des gestionnaires d'adresses IP, des hébergeurs, vous en parliez, des opérateurs de communication électronique comme les Orange. Donc toute cette chaîne-là, la donnée, elle est partout, et c'est heureux que la réglementation, que les dispositifs normatifs s'y intéressent. Le travail qu'a fait la Commission européenne, malheureusement, on a beaucoup parlé, on va reparler, je pense, des États-Unis. Les arrêts Schrems ont montré que la naïveté, vous l'évoquez, donc je pense, je suis heureux d'entendre que la Commission européenne n'est pas si naïve que ça. Et encore, on parle des États démocratiques. Les États non démocratiques, les accès aux données, vous en parliez, ils ne vont pas les sonner à la porte en demandant ce qui se passe. Des États non démocratiques, on va parler sur l'e-evidence. Je veux dire que des États même européens surveillent d'autres États européens alors même qu'on est dans une zone de confiance mutuelle, interrogent quand même.
Donc ces économies sont mondialisées. La problématique, nous, qu'on rencontre clairement au quotidien, c'est les transferts de données en dehors de l'Union européenne, parce que le cloud, effectivement, il n'est pas qu'en Europe, et quand bien même il sera en Europe, il y a quand même des zones de faiblesse. Donc c'est pour nous devenu un enjeu majeur. Vous parliez des coûts tout à l'heure, Béatrice. C'est clair, on a de la chance, on est organisé, on a des équipes, c'est un coût financier très significatif. Nous, on a mis en place un réseau de DPO, on a des correspondants, mais on a de la chance d'être un groupe avec suffisamment de moyens, suffisamment de taille. Je pense que dans votre quotidien, la mise en place du RGPD a dû créer un certain nombre de difficultés. Et encore, il faut réussir à tracer l'ensemble de la chaîne. Et ce travail-là est extrêmement long et extrêmement mouvant, parce qu'en fonction des services que vous proposez du quotidien, tout ça est à reconstruire quotidiennement. Donc cette maîtrise de la cartographie, des données, des flux doit être évaluée, tracée, avec la possibilité d'accéder aux consultations de données, aux hébergements de données, etc. Donc la riposte normative, oui, mais nous, ce qu'on demande en entreprise, c'est une sécurité juridique, clairement, et une sécurité juridique qu'on n'a pas apportée, parce que malgré tout, on nous fait porter un certain nombre de mise en place, de coûts de mise en place, de suivi, de traçage, etc. Donc en fait, le législateur, qu'il soit principalement européen en l'occurrence, fait porter sur des entreprises quelque chose dont elle doit savoir ou elle peut savoir que c'est sans doute pas accessible au plus grand nombre des entreprises qui doivent le faire. Je veux dire, l'exportateur de données qui doit s'assurer que l'importateur de données et que les règles applicables dans le pays de l'importateur de données doivent être conformes. Je défie quiconque ici d'être capable déjà d'analyser le droit des pays dans lesquels vous travaillez. Je veux dire, c'est juste impossible. Donc voilà, donc c'est ça notre réalité au quotidien. Donc une grande fragilité juridique, et on espère que ce qui va se négocier va permettre de nous rassurer. Avant d'aller sur d'autres sujets, notamment le DMA, le DSA avec Florence, peut-être sur ce petit moment d'échange qui nécessite peut-être des réponses sur les sujets de réciprocité dont parlait Béatrice, sur les sujets de complexité plutôt que simplification. Simplification étant un des mots les plus usités aujourd'hui dans les entreprises. Simplifions, mes amis, nos process. Les juristes, ils disent c'est gentil, simplifions nos process, quand on voit la complexité de ce qu'on doit faire et mettre en place, et peut-être une réassurance de cette bonne négociation qui va nous aider. Ça ne sera pas un pansement sur une jambe de bois quand même, le Privacy Shield 2. Alors, j'écoute évidemment de manière attentive, mais sachez aussi qu'on ne sous-estime pas cette complexité. Et je vais vous parler, juste le micro un tout petit peu. Et je vais vous parler de quelques réactions de notre part. Alors, tout d'abord, sur cette histoire de Cloud Act, je suis heureux tout d'abord d'entendre, il ne faut pas être manichéen, ce n'est pas les oies blanches contre les méchants américains. Nos autorités pénales, nos autorités policières sont extrêmement friandes de données. La proposition e-evidence qui a été mentionnée est aussi extraterritoriale que Cloud Act. Et pour de bonnes raisons. Ce n'est pas une semaine où s'ouvre un procès comme celui qui s'ouvre aujourd'hui que je dois le dire. Pour de bonnes raisons. Le Cloud Act, attention, il y a du fantasme. Ce n'est pas les services de renseignement américains. C'est une loi alors, qu'on peut critiquer, etc., mais qui concerne essentiellement les autorités pénales. Très souvent, cet accès est soumis à l'autorisation d'un juge, etc. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de problème. Et la Commission européenne a reçu un mandat du Conseil, donc des États membres, pour négocier un accord dans ce domaine. Parce que nous sommes évidemment tout à fait conscients qu'il y a un risque de conflit de loi. Et il ne s'agit pas simplement de la réciprocité, mais de créer un cadre réglementaire commun, avec des règles communes en matière de protection des données, mais aussi il y a d'autres aspects, évidemment, secret des affaires, propriété intellectuelle, etc. Donc, nous sommes là aussi engagés dans un processus de négociation. Le seul problème, c'est qu'il y a eu un blocage. Excusez-moi, juste pour clarifier, cette négociation, elle est parallèle à la négociation sur le nouveau Privacy Shield. Ah oui, absolument, ce sont deux objets différents. Mais pourquoi? Le Privacy Shield couvre... Pourquoi ne pas Le Privacy Shield couvre les transferts entre opérateurs commerciaux. Donc, entre opérateurs commerciaux, alors que ce Cloud Act permettra, encadrera les demandes d'accès direct des données de la part des autorités pénales européennes d'un côté et américaines de l'autre.
Donc, alors là, pourquoi ça prend aussi un peu de temps? Parce que nous avons pris du retard sur notre ligne. Il est très difficile de négocier à l'extérieur lorsque nous ne sommes pas encore mis d'accord sur notre cadre réglementaire interne. Et les négociations législatives sur le paquet e-evidence, comme vous savez, sont des négociations compliquées. Mais c'est quelque chose qui est très important, pour nous. Alors nous avons, on n'en parle pas assez souvent, il y a une négociation multilatérale dans le cadre de la négociation sur le protocole additionnel de la Convention de Budapest sur la cybercriminalité qu'on vient de clôturer et qui, à mon avis, qui a été faite avec 50 États, dont les États-Unis, et qui pose les prémices de ce qui pourrait être un accord bilatéral. Alors, ce qui est important, je suis tout à fait d'accord avec vous, aussi en assistant aux réunions, aux conversations de nos régulateurs, des CNIL européennes, ce qui est important dans l'immédiat. Si un régulateur, toque à votre porte, sonne à votre porte. Alors, ce qui ne sera plus toléré, mais ça vaut pour le RGPD en général, c'est l'ignorance. Donc, pour ça a l'air de grands mots, mais la cartographie, connaître... Ce qui n'est plus toléré, pardon? L'ignorance des données, l'ignorance des données qu'on récolte. C'est un mot qui n'est pas dans le vocabulaire l'ignorance de la des données salle, qu'on... Non, mais je sais. L'ignorance des... Alors, je vais changer le micro. Non, faut pas toucher en fait à ça qui est en fait l'émetteur en fait. Mettez pas la main sur la ligne bleue. Donc moi je suis ignorant de la technologie et je m'occupe de technologie. Voilà. Donc je crois qu'il y a un problème. Moi je suis le problème. Il y a un problème. Vous voulez dire en tout cas l'ignorance de mauvaise foi? L'ignorance de mauvaise foi. Attendez, prenez le micro en face de vous comme ça vous pouvez le regarder tranquillement. Les régulateurs, alors je sais, vous pouvez penser qu'ils vivent dans leur tour des voies, mais les régulateurs ne sous-estiment pas le moment de l'incertitude juridique, ne sous-estiment pas le risque. Mais ce qu'ils veulent, c'est un début de conversation. Et ce début de conversation doit être basé effectivement sur une connaissance de ça, sur une cartographie, oui, notamment des flux, mais pas seulement, des traitements de données, et sur aussi un process interne documenté. C'est-à-dire, on en a parlé, par exemple, qui est un process dans une entreprise, oui, je reçois une demande d'accès des autorités américaines, cette demande est analysée, pour peu qu'on puisse l'analyser, cette demande est analysée et contestée si il est considéré qu'elle ne remplit pas les conditions, à tout le moins du droit applicable, dans ce cas-là du droit américain. Donc ça, c'est des choses, et on en a donné des exemples. On a essayé d'opérationnaliser, de donner de la substance à tout ça dans les clauses contractuelles type, c'est très difficile de se détacher de l'anglais, les clauses contractuelles type qu'on a adoptées en juin, où vous avez un catalogue de facteurs et à prendre en considération dans cette analyse des transferts et aussi de mesures à mettre en œuvre pour avoir un début de réponse. Et comme vous savez, on a aussi beaucoup travaillé avec le Comité européen de la protection des données qui ont émis effectivement des recommandations. Vous avez peut-être vu, vous avez suivi toute cette saga où le projet initial de recommandation allait dans un sens, nous considérions, excessif même dans l'interprétation de l'arrêt Schrems. Et on a ramené ça, en travaillant beaucoup avec eux, à une interprétation qui, selon nous, est plus convergente avec ce qu'on a mis dans nos propres clauses et types. Et le dernier point que je veux mentionner, parce que c'est un point quand même important en termes de souveraineté, etc., on est, à juste titre, très pris par les transferts transatlantiques. Mais le transatlantique, c'est pas la seule réalité dans ce monde. En réalité, les États-Unis sont plus une exception que la règle générale en matière de protection des données. Il y a eu dans de nombreuses autres régions du monde un grand mouvement de convergence avec nos règles. Et qui dit convergence avec nos règles dit possibilité de faciliter les transferts, notamment à travers un instrument qu'on appelle les décisions d'adéquation, mais il y en a d'autres. Et on l'utilise aujourd'hui de manière beaucoup plus, à mon avis, efficace, intense et stratégique avec des partenaires importants, et pas seulement quelques îles anglo-normandes comme on le faisait il y a 20 ans. Et vous avez vu probablement qu'on l'a fait avec le Japon, avec lequel on a quand même créé la zone
d'échange libre et sûr de données la plus étendue dans le monde. On vient de le faire avec la Corée, la Corée du Sud. On l'a fait aussi avec le Royaume-Uni, mais ça c'est plus une histoire d'héritage du Brexit. Et on a toute une série de négociations en cours avec d'autres États asiatiques et d'autres États d'Amérique latine. Donc, ce qui est aussi un grand incitatif. J'imagine que pour vous nos avez analysé partenaires. ce que la Chine vient de sortir sur sa nouvelle loi de protection des données, qui certainement va dans le même sens des valeurs que l'Union européenne. Des valeurs, a repoussées. non. C'est là tout le problème. Alors, la Chine, c'est très intéressant, et je finirai là-dessus. La Chine, c'est évidemment ambigu, et c'est paradoxal. D'un côté, Moi, ça me paraît assez clair. Hein, ce qu'on note, il est intéressant que la Chine veuille réglementer dans ce domaine. Probablement, il s'agit aussi de contrôler un peu plus certaines entreprises, mais tout d'abord chinoises. Mais bon, il est intéressant quand même de voir que la Chine se rend compte, alors, on peut sourire, mais se rend compte que la réglementation du numérique, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs chinois qui sont très présents sur des marchés étrangers, est quelque chose d'important, quelque chose qui compte. D'un autre côté, il ne faut évidemment pas tomber dans le piège. La protection des données, c'est tout d'abord une question de valeur. Et parler de protection des données, en Chine, ne me citez pas, hein, pas de tweet, etc. C'est comme croire à la protection de la liberté religieuse par les talibans. Donc, il y a évidemment... Oui, pas de tweet, s'il vous plaît. Il faut non, je tiens à ma carrière quand même. Donc, il faut évidemment continuer le dialogue avec la Chine, mais il ne faut pas tomber, on l'a vu dans d'autres domaines, la propriété intellectuelle. Et la protection des données, ce n'est pas juste des règles techniques, c'est des règles qui s'insèrent dans un écosystème démocratique, dans un écosystème d'état de droit, c'est des règles qui supposent un contrôle indépendant, un accès aux juges. Donc, voilà, la Chine ne fait pas de la protection des données. La Chine fait de la réglementation technique. La Chine va nous dire qu'ils font la même chose que nous et donc on devrait faciliter les transferts de la Chine. Mais bon, là aussi, ne tombons pas dans ce genre de piège. Florence, j'ai dit qu'il ne fallait pas tweeter là, mon micro a été coupé, c'était immédiat. Florence, sur tous ces sujets, sur toutes ces réglementations qui, certaines sont lourdes, certaines sont positives, certaines sont négatives, comment est-ce qu'aujourd'hui vous regardez, qu'est-ce qui peut ressortir comme riposte, on est toujours sur la riposte, hein, comme riposte efficace, en tout cas on l'espère, vis-à-vis, une fois encore, moi j'y reste collé, hein, la domination technologique américaine dans le domaine du numérique. C'est élargi, mais dans le domaine du numérique. Je me disais en écoutant tout ça que finalement, comme Laurent Alexandre n'est pas là et qu'il faut un provocateur ou une provocatrice. Merci. Je vais pas marcher quand même. Bon, bref. Oui, pardon. Donc je disais que Laurent Alexandre n'étant pas là et comme il faut peut-être quelqu'un pour provoquer un peu et l'assistance et les panélistes, je me disais que je serais peut-être un peu plus provocante. Si je résume ce qu'on vient de se dire, c'est que globalement la préoccupation majeure et en tout cas celle qui a été exprimée jusqu'à présent, c'est celle de la protection de nos données, de la protection de nos données en tant que particuliers, en tant qu'entreprise, des données qui sont transférées outre-Atlantique massivement, qui sont parfois non transférées mais stockées en Europe, mais par des entreprises qui ont des implantations aux États-Unis ou qui sont des entreprises américaines. Et tout cela est bien évidemment rendu possible parce que nous sommes face à des entreprises qui sont des géants, qui sont des immenses plateformes, principalement américaines, et qui offrent des services qui n'ont pas vraiment d'équivalent, ou en tout cas pour lesquels nous sommes assez peu compétitifs, qu'il s'agisse de Facebook ou d'Amazon ou de Google. Et bien évidemment ici, on s'intéressera principalement à tout ce qui relève du stockage des données, qui ne travaille pas avec AWS, qui ne travaille pas avec le cloud Azure. Et donc ma première question un peu provocatrice serait de dire, mais est-ce qu'après tout,
on doit régler par la seule réglementation ou par la réglementation un problème qui est un problème industriel, qui est un problème de fond, qui ne concerne d'ailleurs pas que le stockage des data, qui concerne les semi-conducteurs, pour ne parler que de cet exemple absolument emblématique. Et bien évidemment, c'est important d'avoir des réglementations, comme Bruno Giancarelli l'a dit. Si nous n'adoptons pas nos propres principes, si nous ne les faisons pas respecter, d'autres nous imposeront les leurs. Et après tout, si on veut voir nos données protégées, ben, il faut que nous prenions de l'avance. Mais derrière ce problème-là, il y a le problème industriel, c'est-à-dire d'avoir des entreprises européennes qui sont suffisamment compétitives, qui sont en mesure de proposer des services de stockage de data, par exemple, qui soient innovants, au moindre coût, qui soit attractif. Et là-dessus, puisqu'il est question de riposte normative, c'est vrai que quand on s'intéresse au droit, ce qui est ma compétence, puisque je n'ai pas de compétences en matière industrielle, c'est vrai qu'on se sent un peu démuni. Alors, on parle de beaucoup de choses, et c'est vrai que depuis un an et demi, on voit arriver une série de textes qui, d'abord, ont évidemment vocation à exprimer un certain nombre de valeurs, à protéger nos valeurs. Ça a été le cas quand on a adopté le RGPD. La Commission a divulgué avant l'été son projet de Artificial Intelligence Act, qui va encadrer très fortement le recours à l'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui relève des applications qu'on appelle les applications à haut risque, par exemple en matière de santé, en matière de justice. Donc il y a cet aspect de valeur, et il y a aussi, me semble-t-il, et là peut-être qu'on pourra en débattre ou en discuter, un aspect peut-être un peu plus protectionniste dans la démarche que l'on peut avoir. En tout cas, lorsqu'on parle de ces textes que sont les propositions de Digital Services Act, de Digital Markets Act, on est face à des textes qui visent quand même principalement ces immenses plateformes qui principalement sont nord-américaines, qui visent à quand même très largement encadrer et réglementer ce qu'elles font notamment vis-à-vis de leurs utilisateurs professionnels, qui visent par exemple à les empêcher à interdire de nous empêcher de désinstaller leurs applications qu'elles ont préinstallées, à les empêcher d'imposer leurs conditions à leurs utilisateurs professionnels, à les empêcher d'utiliser et de recouper les données des utilisateurs professionnels, donc à les obliger à avoir des pratiques qui sont vertueuses mais qui aussi permettent la concurrence. Et je crois que là où on peut débattre, c'est où mettre le curseur, c'est-à-dire on a par exemple des discussions sur ce que l'on appelle les killer acquisitions, les acquisitions tueuses, c'est-à-dire on sait que par exemple Facebook va aller racheter Facebook a racheté WhatsApp. On sait que ces grandes entreprises établies vont aller racheter des entreprises qui montent, qui sont innovantes, et qu'elles vont étouffer la concurrence de cette manière-là, sans pour autant tomber sous les fourches codiques de nos réglementations de concurrence actuelles. Qui sera le sujet de la table ronde voilà, numéro 2. Donc on ne va pas rentrer après. là-dedans, mais on a des questions à se poser de ce point de vue-là. Et on a des questions à se poser sur le point de savoir si l'on peut véritablement promouvoir par la législation nos propres entreprises. Et là, j'évoquerai là encore assez vite, mais quelque chose dont on parle depuis longtemps maintenant, parce que ça fait déjà près de 10-15 ans qu'on évoque ce genre de projet, c'est le projet de Buy European Act, qui serait une législation européenne qui prévoirait, par exemple, que lorsque l'on passe un marché public, on réserve 50% de ces marchés publics à des entreprises qui sont européennes, et ça rejoint toutes les préoccupations actuelles que l'on a en matière de cloud souverain, c'est-à-dire de données qui seraient stockées par des entreprises européennes en Europe, qui ne seraient pas soumises aux législations américaines en particulier. Alors, est-ce qu'avec une législation comme ce Buy European Act ou Buy European Tech Act, parce que les entreprises du numérique le réclament à corps et à cri, ce texte européen qui serait probablement difficile à négocier, mais là je m'en remettrai à l'opinion de Bruno Giancarelli, est-ce que là, par la législation, on peut essayer de régler un problème qui est quand même à l'origine un problème industriel?
Oui, c'est un problème industriel parce que c'est aussi leur business model de jouer sur la donnée et de valoriser la donnée. Et qui a lu les conditions générales pour accéder à ces plateformes? Vous pouvez le voir si vous avez un tout petit peu de temps devant vous. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à lire les conditions générales de Twitter très lentement. La vidéo dure 11 heures. Est-ce que vous avez lu avant d'accepter d'aller sur votre compte Twitter les conditions générales? Donc on a des contrats d'adhésion en fait, hein, et puis après on dira mais vous avez utilisé mes données, mais vous étiez d'accord, la preuve, vous avez accepté mes conditions générales. Ça devient de plus en plus complexe aussi pour l'individu. On parle de données personnelles, donc pour l'individu qui va avoir accès. Donc c'est soit tu cliques et tu as accès, soit tu cliques pas et tu n'as pas accès. Alors ça c'est un autre sujet qui relève qui est posé par nos réglementations et Béatrice l'a un peu évoqué à propos par exemple du RGPD qui impose des obligations extrêmement lourdes. Donc là on réglemente, on impose nos principes, on impose nos valeurs, mais on impose quand même un coût pour nos entreprises, des contraintes très importantes pour nos entreprises, avec parfois des réactions visant à dire pourquoi autant contraindre en Europe, alors qu'on a un champ d'activité à l'extérieur de l'Europe et que certaines entreprises ont la possibilité de croître, notamment aux États-Unis, sans être soumises à ces coûts et à ces contraintes. Et là encore, alors, deuxième question provocatrice, hein, est-ce que finalement le bilan de tout ça est si positif? Est-ce que ces coûts en valent la peine? Et quand on regarde effectivement ces obligations d'acceptation qui sont prévues par le RGPD, on en a parlé quand on a préparé la séance, mais il y a ce phénomène qu'on appelle le privacy paradox. C'est des économistes qui l'ont mis en évidence. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge les gens comme ça, à brûle-pourpoint sur leurs préoccupations en matière de données, ils vous disent très majoritairement, à 75 ou 80%, oui, on souhaite que nos données soient protégées. Et ensuite, quand on leur demande, est-ce que lorsque vous êtes en ligne, vous allez lire les conditions générales? Est-ce que lorsque vous êtes en ligne, vous refusez parfois ces conditions? Ils disent, ah non, on ne lit pas les conditions générales et on accepte tout parce qu'on a envie d'aller sur tel ou tel site et bénéficier du service. Donc c'est un paradoxe et il me semble-t-il, et là encore je poserai la question à Bruno Giancarelli, ça veut dire que la notion du consentement qui est au cœur du RGPD devrait évoluer, car en fait, elle dessert plus qu'elle ne sert l'individu, en fait, in fine. Bruno Giancarelli, sur ces sujets-là. D'abord, je voudrais quand même, on est dans la provocation, donc peut-être je vais aussi répondre par provocation, mais alors dire le RGPD, c'est des coûts et des obligations pour les entreprises européennes et pas les autres, c'est simplement faux, puisque c'est des obligations pour toute entreprise qui opère sur le marché européen. Donc voilà. Deuxième chose sur le RGPD, ce qu'on voit, c'est au contraire une extension de ces principes, son adoption par un certain nombre d'autres partenaires, y compris des partenaires commerciaux qui ne le font pas parce qu'ils tombent amoureux du RGPD, et aussi du fait que les entreprises qui doivent opérer au niveau international, pas seulement les entreprises européennes, surtout des entreprises américaines ou d'autres, étendent les droits du RGPD, étendent les principes du RGPD à toutes leurs opérations, parce que c'est un vecteur de confiance, etc., etc. Deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est où on place le curseur. C'est toujours une question de balance, y compris dans le RGPD. On n'est pas une ONG. Le RGPD a des aspects, évidemment, de politique économique, de politique industrielle, a par exemple des mesures en termes de portabilité, qui étaient avec un succès dont on peut discuter, un succès ou un échec dont on peut discuter, mais qui étaient là, qui étaient par exemple, qui ont été introduites pour essayer de faire baisser les barrières à l'entrée, donner un exemple, promouvoir la concurrence. Et il faut faire attention quand on parle de localisation, d'obligation de la localisation. Déjà, ce n'est pas vraiment dans l'ADN, je veux dire, de la construction européenne. Ce qu'il faut faire, c'est évidemment créer les conditions, inciter, créer des conditions pour une concurrence loyale, pour des conditions équitables. Mais ce qu'on a entendu d'Orange avant ou d'autres, c'est arrêter les transferts et penser que les transferts de données, c'est juste pour les méchants de la Silicon Valley, c'est simplement faux. Les transferts de données, ils bénéficient à toutes les entreprises européennes tout d'abord, qui ont des opérations
à l'étranger, qui ont des succursales, qui ont des partenaires commerciaux, qui ont toute une série d'opérations étrangères. Donc, il faut faire quand même un peu attention à ne pas tomber dans des solutions trop manichéennes. Et c'est toute la difficulté de ce domaine. Conditionner les transferts, mais ne pas arrêter les transferts. Comme dit, il y a des éléments, disons, plus positifs. Cette convergence, en matière, en tout cas, de protection de données qu'on voit se développer, et même avec les États-Unis. Avec les États-Unis, il y a très peu de temps, même 4, 5 ans, 6 ans, le débat était idéologique. Protection de données, un combat d'arrière-garde, mais pourquoi vous faites ça? Comme d'habitude, les Européens n'ont rien compris, ils s'attachent encore à des valeurs qui sont tout à fait dépassées. Aujourd'hui, quand on va aux États-Unis, il y aura toujours des gens qui disent ça, mais quand on va, le discours a complètement changé. C'est plus pourquoi vous faites ça, mais c'est comment vous le faites. Parce que les États-Unis, d'ailleurs, ils sont en train de faire face aux mêmes problématiques qu'on avait, qui ont motivé leur GPD il y a 10 ans, c'est-à-dire il y a un développement de réglementation, par exemple, au niveau des États, et donc un risque de fragmentation de leur espace réglementaire, la nécessité d'adopter une législation au niveau fédéral, mais aussi une nécessité de définir des règles du jeu. Hein. On va voir, et je vais m'arrêter, on va voir la première réunion du TTC, c'est le nouveau gadget qu'on a inventé pour parler aux Américains sur toutes les questions numériques, technologiques, etc. Justement, je recevais des emails sur l'agenda. La première réunion va avoir lieu à Pittsburgh au début du mois d'octobre. Ces questions du DMA, de la protection des données, du rôle des plateformes, du contenu, sont perçues aussi aux États-Unis. Et il y a une vraie demande de règles du jeu aux États-Unis aussi. Ça, c'est nouveau. Parce que ça rend le dialogue possible. Et une certaine convergence possible. On ne se mettra jamais complètement d'accord. Il y aura toujours des différences, simplement du point de vue de la culture juridique ou de la sensibilité même philosophique. Mais ça, c'est positif. Et ça va. Et aussi parce que les États-Unis ont tout à fait intégré la donnée chinoise et comprennent qu'il vaut mieux, encore une fois, de travailler ensemble sur des standards internationaux plutôt que de laisser ça à d'autres. Béatrice, vous vouliez réagir? Oui, je voulais répondre un peu à la provocation de Florence. C'est une gentille provocation. Oui, très gentille. Si vous avez vu Laurent Alexandre, ça aurait été un petit peu plus pour direct. réconcilier un petit peu, d'abord la réponse, je crois à la question du débat. La riposte normative est-elle suffisante? Évidemment, donc la réponse est non. Mais elle n'est pas inutile, et vous en avez bien parlé, monsieur Jean Carédy. La réponse, elle est effectivement industrielle. C'est les investissements, et bon, la Commission européenne, enfin, je représente pas la Commission européenne ni le gouvernement français, mais voilà, tous les États se rendent compte qu'il faut bouger. Et en fait, cette situation de conflit de loi, cette situation normative, elle donne finalement, si elle a un côté positif, au-delà de tout ce qu'on a pu regretter aujourd'hui en termes de coûts et qui sont réels, etc., c'est de donner quand même un levier, puisque il faut tout de même, à défaut d'une sécurité juridique complète, restaurer la confiance. Et aujourd'hui, il y a ce débat sur les normes, les standards, la façon de... Qu'est-ce qui doit être attendu d'un cloud, d'un service cloud, la notion de cloud de confiance, notamment pour les services publics, qui est évoquée avec une approche assez délibérée dans ce sens, mais nécessaire, parce que de toute façon, on a la problématique, effectivement, d'un décalage entre la situation américaine, ce que peut permettre de faire la législation américaine et la souveraineté. Hein, quand on parle des services publics, c'est tout le débat. Le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur le Health Data Hub
en France pour cette plateforme qui est censée rassembler des données de santé des citoyens français. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut le faire bien technologiquement avec des acteurs comme Microsoft, mais en restaurant la confiance? Comment avancer dans ce sens? Voilà, c'est pas l'exemple de la plateforme franco-allemande Gaia-X qui ont essayé de faire ça, c'est autre chose, parce que alors Gaia-X, effectivement, ça va exactement dans le même sens. Il y a aussi, on pourrait citer le code de conduite des fournisseurs d'infrastructures cloud qui va dans le même sens. Voilà, c'est essayer de se mettre d'accord sur un ensemble de critères qui vont rassurer, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, effectivement, elles ont les coûts de la compliance, de la conformité, mais sans avoir pour autant la garantie, puisque elles ne contrôlent pas ce qui se passe au niveau international. En revanche, effectivement, avec ces standards, c'est pas tout à fait satisfaisant, mais on peut arriver à une situation intermédiaire d'aménagement finalement de la situation. Orange, vous pouvez en parler mieux que moi, mais vous allez peut-être vouloir parler de ce qui est annoncé au début de l'été avec Bleu, qui est un partenariat avec Capgemini qui permettrait, alors je parle vraiment conditionnel parce que je ne suis pas dans, je n'accompagne pas ce projet, mais c'est intéressant, c'est d'essayer de dire comment est-ce qu'on peut désactiver d'une certaine manière le Cloud Act et la législation américaine en créant des écrans, j'imagine, par un ensemble de licences, donc toute réserve, pour que effectivement les données conservées en France dans un cloud de confiance d'une société sur laquelle aucun prestataire n'aurait le contrôle suffisant pour devoir répondre à des sollicitations des autorités américaines, permettrait donc d'apporter des garanties. C'est absolument indispensable d'aller très très vite sur toutes ces questions. J'ai parlé de calendrier tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a vraiment que deux cas de figure. Soit les sociétés finalement signent en se disant qu'elles prennent un risque, que ce n'est pas satisfaisant, il y a énormément d'énergie consacrée sur ce problème d'insécurité juridique, donc signent des contrats cloud avec des prestataires américains, et d'autres, justement, ne signent rien du tout, ne font rien, ont bloqué toute leur stratégie de transformation digitale, essayent de traiter avec des prestataires européens, mais sans se rendre compte qu'en réalité, elles se mettent exactement dans la même situation juridique. Je pense à OVH. OVH n'est pas plus protégé que Microsoft, puisqu'ils ont aussi des activités aux États-Unis. Voilà. Donc il y a urgence. Cédric, vous voulez dire un mot sur le projet bleu ou... Alors, du coup, j'ai des questions. J'ai des questions pour vous. Moi, je n'ai fait que relayer ce que j'ai lu dans la presse. Voilà. Oh, c'est dangereux. Cédric, on peut répondre par la norme, c'est ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure, mais on peut peut-être répondre par autre chose. Alors, on ne va pas refaire, puisqu'on va en parler tout à l'heure, avec tout ce qui peut être politique industrielle, politique concurrence, etc. Mais comment est-ce qu'on peut aussi travailler et avoir une riposte différente ou nouvelle ? Ça a été évoqué, moi je suis assez d'accord, hein. Il y a la norme elle est là, elle sert à nous protéger, il faut offrir une sécurité juridique, mais la norme ne répondra pas à tout. Enfin, c'est illusoire de penser que la norme... en revanche, juste pour finir sur la sécurité juridique, les entreprises, quand elles sont dans une situation de manque de clarté, elles ont tendance à accumuler des couches et donc ne rendent pas simples les choses puisqu'elles les complexifient. Et donc de ce point de vue-là, je veux dire, la norme, quand elle est claire, elle nous aide, nous entreprises, à éviter de interpréter la norme et donc d'empiler des choses pour juste, enfin vous savez, vous prenez différents départements juridiques, vous faites la somme de tout ça, vous arrivez à quelque chose qui devient vite compliqué. Donc ça c'est le premier point. Sur la norme, au-delà de ça, oui, sans doute. Moi je pense qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire sur les outils. Vous parliez de l'industrie tout à l'heure. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Je suis pas tout à fait au clair. Enfin, j'ai pas de réponse immédiate à vous donner. Ce qui est aussi intéressant et ça n'a pas été évoqué, c'est qu'en fait il y a données et données. Quelles sont les données qu'on souhaite réellement protéger? Enfin, c'était indirectement mentionné, puisque en fait, vous avez les données hypersensibles. Il y a des choses qui, bien évidemment, personne n'a l'idée de les stocker autrement ou ailleurs que chez soi. Mais même comme ça, on s'aperçoit que vous pouvez avoir des ransomware, vous pouvez avoir du phishing, vous pouvez avoir tout ça. Donc malgré tout, il faut faire très attention. Mais je pense que les gens, enfin, au niveau des entreprises, en tout cas, les particuliers, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, vous avez évoqué un paradoxe. Je pense qu'il y en a plusieurs des paradoxes. Enfin, il y a ce paradoxe-là, il y a le paradoxe aussi de dire je veux protéger mes données, mais je mets tout sur mon Facebook. Enfin, je veux dire, malgré tout, voilà. Donc,
vous avez plusieurs paradoxes. Pour les entreprises, je pense qu'elles sont très au clair sur ce qu'elles veulent, et en face de ça, elles mettent les coûts. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont plus ou moins sensibles, et en fonction de ça, vous mettez des moyens plus ou moins importants. Voilà. Donc j'ai pas vraiment de solution claire. Je pense que la simplicité aiderait par rapport à cette surinterprétation. Ça permettrait d'aller de manière plus fluide. Réfléchir au comportement, réfléchir aux données qu'on souhaite réellement protéger, comment on souhaite les protéger. Mais j'ai pas de réponse. Alors peut-être que le projet bleu en est une, mais on verra. D'accord. Mais en tout cas, un mot qui est la simplification, et on l'a bien entendu. Je vais vous permettre de poser des questions, parce que je savais bien qu'il y avait des questions qui venaient. Ah oui, il y a encore des questions. Non, pas Amélie. Alors, qui veut poser une question? Je viens te voir. Oui. Merci Olivier. Merci à toutes et tous. J'ai une question. Là aussi, je vais être un petit peu provocatrice. On a un peu répondu à la première question que j'avais, c'est finalement est-ce que le RGPD a accompli sa mission première? Et si on se dit que les Américains ont commencé à se poser la question de qu'est-ce qu'était une donnée personnelle, on se dit qu'on a quand même au moins commencé d'atteindre l'objectif. Mais du coup, j'ai une autre question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper d'ennemi et que pendant qu'on se bat contre les États-Unis, la Chine prend du terrain? On ferme les Twitter aussi, hein, vous pouvez répondre. Il n'y a pas de Twitter. On n'a pas d'ennemis. Je veux dire, c'est pas une question d'ennemis. C'est une question de faciliter les échanges de données tout en offrant une protection suffisante. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quand on travaille avec les États-Unis, comme quand on travaille avec le Japon, quand on travaille avec le Brésil, on travaille avec des. C'est pour ça qu'on peut travailler avec eux dans des questions. On travaille avec des systèmes où on a un certain langage, une certaine grammaire ou syntaxe, je ne sais pas, commune en termes d'institutions, de conditions, d'état de droit, etc. Il y a une alors là aussi, il y a une espèce d'obsession sur les États-Unis, et ça je suis d'accord avec vous, de nos autorités de contrôle, du contentieux, mais le contentieux, il part parce qu'il y a des individus ou des ONG qui se spécialisent. Mais finalement, les États-Unis ont payé le prix de leur succès, qui est double, qui est la somme de deux facteurs. La domination des champions américains du numérique et la puissance de leur système de renseignement, etc., qui se nourrit évidemment, les deux se nourrissent, puisque aujourd'hui on fait du renseignement essentiellement en ayant accès à des données qui sont tout d'abord récoltées et échangées pour d'autres fins, y compris des fins commerciales. Donc c'est ça qui a poussé et qui a créé ce mouvement qui a mené à Schrems 1, Schrems 2, etc. Mais évidemment, ce que la Cour a dit vaut pour tout transfert de données des États-Unis à la Chine, des îles Fidji au Suriname. Et lorsqu'on se penche sur les systèmes de certains autres États tiers, évidemment, on voit des problèmes qui sont bien plus importants que ceux américains. Mais l'importance des flux, jusqu'à maintenant, était moindre. Mais ce qu'on voit, ce qui est en train d'apparaître, c'est évidemment le problème chinois. On le voit dans l'activité en matière d'enforcement qui a commencé des autorités de contrôle des CNIL européennes. TikTok, par exemple. Donc, on ne le voit pas encore complètement sur l'aspect transfert, mais on le voit sur d'autres aspects de l'activité. Et c'est normal. Les Américains nous ont, à juste titre ou non, mais votre question et ma réponse y répond en partie, nous ont accusés très longtemps d'appliquer un deux poids deux mesures, d'abord par rapport à nous-mêmes, à nos États membres, et puis par rapport à d'autres États tiers. Mais non, on a des conditions, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, qui ont été posées par la Cour et qui doivent s'appliquer à tout transfert de données vers n'importe quel État membre. Alors la dernière chose que je voudrais dire là-dedans, c'est que tout le monde était d'accord au niveau international, nous, les États-Unis, les autres membres du G7, de l'OCDE, sur l'importance stratégique des données. Mais on était un peu seul sur le combat protection des données, et que la protection des données en soi a aussi une importance stratégique. Ça aussi, c'est en train de changer. Très intéressant de voir qu'un acteur comme le Japon
à lancer une initiative qui s'appelle Data Free Flow with Trust, pas besoin de traduction, et le Japon pense évidemment à la Chine et part de la prémisse qu'il faut évidemment échanger des données, qu'il faut agréger des données, parce que sinon on ne fait pas d'intelligence artificielle, etc., mais que ça doit être fait entre États qui partagent certains principes. C'est aussi une question de loyauté, de concurrence loyale. Et donc, développer ces transferts, développer ces data lakes, ocean, seas, whatever, mais entre États qui... Et c'est très intéressant de voir que pour une fois, ce n'est pas l'Union européenne. Et nous, évidemment, on soutient cette initiative, notamment à l'OCDE, mais c'est une prise de conscience de l'importance de cet aspect de la réglementation par rapport ou dans le cadre de nos rapports et de nos relations avec des concurrents tels que, par exemple, la Chine. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui vient seulement de l'Europe, et les États-Unis, d'ailleurs, sont tout à fait aussi sur cet agenda. D'accord. C'est aussi toute l'histoire et les relations géopolitiques entre le Japon et la Chine qui peut-être incite le Japon à accélérer sur ces sujets-là. Pascal, vous avez une question ? Une remarque. Juste parce que vous devez vous rapprocher, sinon il va y avoir un Larsen, et puis je me suis fait gronder, je ne dois pas vous donner le micro parce que j'ai touché avec mes mains. Non, vous venez. Sinon je me fais gronder. C'est un truc légèrement régressif. C'est super bizarre. Il y a en fait deux remarques et une question. La première, c'est il y a quand même, et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Florence qui le disait, une tentation protectionniste qui vient assez vite dans ces débats-là. Il faut localiser en Europe, il faut entraver les transferts. C'est pas forcément la Commission, d'ailleurs, ça peut être les CNIL qui font ce job-là. Je pense qu'il y a une remarque forte du point de vue industriel, parce que je suis Airbus, pardon. Je parle en mon nom, mais je suis quand même Airbus. Il faut absolument... Voilà, c'est ce que Bruno disait, on a besoin des transferts de données sans aucun doute. Donc il faut absolument éviter cette tentation-là. L'autre tentation qu'il faut éviter, c'est ce qu'on voit poindre dans le DGA, etc., qui est appliquons un business model de neutralité et de partage de données massif à toutes les plateformes. Parce que si on fait quelque chose comme ça, de fait, ils appliquent une sorte de test de facilité essentielle où on devrait donner accès à tout ce que les plateformes européennes peuvent regrouper comme données. On tue l'incitation à innover, on tue l'incitation à investir, et jamais on va rattraper notre retard. Or ça, on le voit dans les textes aujourd'hui. Donc là, il y a deux tentations qu'il faut absolument éviter. La vraie question que j'ai, c'est, on a un problème d'offre, c'est ce que vous disiez. On peut faire de la réglementation, mais on n'a pas d'offre. Et les deux seuls outils que je vois, moi, pour faire de l'offre, c'est l'Alliance sur le cloud et l'IPCEI sur le cloud, au niveau européen. Le reste, c'est de la réglementation. Ça, c'est par là qu'on va faire de la collaboration et de l'investissement. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout clair où on va arriver avec ces deux initiatives, et elles sont en retard sur la réglementation, qui, elle, avance beaucoup plus vite. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait, selon vous, avec ces deux forats, qui doivent en plus être transnationaux. Chaque État doit aller abonder avec sa position, son influence, son financement, pour arriver à quelque chose qui soit cohérent au niveau européen. Comment on arrive à cette gageure-là, quoi ? Qui veut répondre ? Oui, on va toucher à l'IPCEI dans la table d'après. Bruno Moi, je peux commencer, mais je me sens un peu seul. Je peux commencer sur un point, Pascal, que tu as soulevé, et qui est difficile du point de vue non seulement réglementaire, mais politique. Et c'est toujours une histoire de curseur, la protection des données d'une part et le protectionnisme des données de l'autre. Ou le protectionnisme au niveau de l'autre. Et nous, on est sur un chemin de crête délicat, parce que on respecte évidemment les conditions qui sont fixées par notre juridiction suprême, mais on est très attaché à cette distinction et à définir les outils. C'est des outils non seulement réglementaires, c'est des outils qu'on trouve dans nos accords internationaux en la matière. Par exemple, c'est ce qu'on a fait, c'est un aspect de l'accord avec le Royaume-Uni qui est, là je ne parle pas de l'adéquation avec le Royaume-Uni, je parle vraiment du TCA, donc l'accord de commerce et de coopération, où pour la première fois on a un dispositif dans le chapitre commerce numérique qui, d'une part, reconnaît l'importance de l'autonomie réglementaire dans ce domaine, et que donc les dispositions en matière de commerce et de libre-échange, etc., ne doivent pas remettre en question. Et de l'autre, pour la première fois dans un accord commercial, non seulement conclu par l'Union européenne, mais conclu au niveau international,
contient des dispositions spécifiques qui interdisent la localisation des données. Un débat, si vous connaissez différentes sensibilités, même au sein de la Commission européenne, ça n'a pas été facile à obtenir. Mais pour nous, ça, c'est très important. Parce que souvent, la Chine et autres, Chine, Vietnam, Indonésie, etc., on voit des lois en matière de protection des données qui sont adoptées comme cache-sexe, si vous voulez, de dispositions beaucoup plus protectionnisme en termes, par exemple, d'imposer la localisation, ou en tout cas la duplication des données. Bon, tout ça, ça revient à la localisation des données. Donc, c'est un combat qui n'est pas facile, mais vous savez, il y a aussi des négociations au niveau de l'OMC sur le commerce électronique. Ça, c'est le message qu'on porte. Et c'est un équilibre qui, pour nous, est très important. Oui. Sur, je ne sais pas si quelqu'un veut parler du cloud. Merci. Je dois arrêter cette table ronde puisqu'on pourrait l'arrêter, mais on va aller encore plus loin sur les sujets de politique industrielle, de politique concurrence, d'économie. Et dans la table ronde qui suivra, vous avez quand même 29 minutes pour prendre un café et échanger, profitez-en. Donc, premier étage, et on vous retrouve dans 29 minutes. Merci beaucoup.